Le 31 mars 1945, les troupes américaines sur l'aérodrome de Francfort regardaient avec confusion un avion non identifié tourner au-dessus d'elles. Elles ne pouvaient pas dire s'il était ami ou ennemi. Le pilote tentait désespérément d'atterrir avec un avion à réaction dont le train d'atterrissage refusait de sortir. Dans le cockpit se trouvait un pilote d'essai allemand qui attendait ce moment précis depuis des mois, risquant l'exécution pour livrer l'arme la plus avancée d'Hitler directement entre les mains des Américains. Mais la partie la plus incroyable de l'histoire de cet avion à réaction n'était pas la guerre elle-même, c'était ce qui s'est passé après. C'est une histoire qui raconte comment une arme du Troisième Reich est devenue le grand-père de la puissance aérienne américaine. Et si je vous disais que cet avion révolutionnaire a continué de voler pendant 6 années supplémentaires sous un drapeau complètement différent et qu'aujourd'hui, en 2024, vous pouvez encore en voir un traverser le ciel lors de meetings aériens? Voici la véritable histoire de ce qui est arrivé au ME-262 après la Seconde Guerre mondiale. Laissez-moi planter le décor pour vous. C'est le vendredi saint 1945. Hans Fey, un pilote d'essai de Messerschmitt âgé de 57 ans avec plus de 11 000 heures de vol, a reçu l'ordre de convoyer un ME-262 flambant neuf vers un lieu sûr avant que les forces alliées ne le capturent. Il fait partie des 22 pilotes chargés de déplacer ces avions à réaction de l'usine d'assemblage vers un endroit plus sécurisé. Mais Fey a d'autres plans. Depuis des mois, il attend sa chance de faire défection. Le problème, c'est que ses parents âgés vivent dans une petite ville allemande et il sait que les autorités les exécuteront dès qu'il trahira le Reich. Il est piégé, assis dans l'avion le plus avancé du monde, regardant l'Allemagne s'effondrer, incapable de passer à l'acte. Puis la nouvelle lui parvient. Les forces américaines ont capturé la ville de ses parents. Ils sont en sécurité. C'est son moment. À 13h45 le 31 mars, Fey allume les moteurs à réaction et décolle. Mais immédiatement, quelque chose ne va pas. Le train d'atterrissage ne veut pas se rétracter. Il essaie encore et encore. Rien. Le train est bloqué en position sortie. Maintenant, il doit prendre une décision cruciale. Essayer d'atterrir près de sa ville natale sur un petit aérodrome avec un avion défectueux ou se diriger vers le plus grand aérodrome de Rhein-Main à Francfort où il y a de vraies pistes et des équipements d'urgence. Il vire vers Francfort. Imaginez les troupes américaines au sol, plissant les yeux vers cet étrange avion argenté avec ses roues bloquées, incapable de l'identifier. Est-ce un avion allemand? Est-ce un avion américain? Personne ne sait. Ils le suivent avec leurs armes, le doigt sur la détente. Fey examine attentivement l'aérodrome criblé de cratères de bombes, choisit la seule piste utilisable et pose l'avion non peint dans ce que les rapports militaires appelleront un atterrissage parfait. Il sort du cockpit, les mains levées. Les forces alliées réalisent de soudain ce qu'elles ont sous les yeux. Un Messerschmitt ME-262 flambant neuf, le premier chasseur à réaction opérationnelle au monde, livré cadeau avec un pilote d'essai qui sait tout sur lui. Cet avion unique, désigné numéro de série 111711, allait devenir le ME-262 le plus testé de l'histoire américaine. Il effectuera plus de vols d'essai que tout autre exemplaire capturé. Et voici l'ironie tragique. Après avoir survécu à toute la guerre, après la défection spectaculaire de Hans Fey, après d'innombrables vols d'essai, mais je vais trop vite. Nous devons parler de ce qui s'est passé dans ces premières semaines chaotiques après la capitulation de l'Allemagne. Dès la chute de l'Allemagne, une compétition secrète commença entre les Alliés. Il ne s'agissait plus de gagner la guerre. La guerre était finie. Il s'agissait de gagner les 50 prochaines années de l'aviation. Entrait en scène le colonel Harold Watson. Ce type sortait tout droit d'une bande dessinée. Littéralement. Il portait une écharpe blanche en soie, une veste en cuir marron brillant et se déplaçait comme s'il possédait le ciel. Des années plus tard, des gens prétendraient qu'il était l'inspiration réelle de Steve Canyon, le héros pilote de chasse de bande dessinée. Watson ne l'a jamais nié. Les forces aériennes de l'armée le mirent à la tête de l'opération Lusty. Oui, c'est le vrai nom. Cela signifiait Luftwaffe Secret Technology. Technologie secrète de la Luftwaffe. Mais avouons-le, il savait ce qu'il faisait avec cet acronyme. Watson assembla une équipe de pilotes d'essai hors pair,
d'ingénieurs et de mécaniciens qui devinrent connus sous le nom de Watson's Wizards, les As de Watson. Leur mission, se disperser à travers l'Allemagne, trouver tous les ME-262 possibles, les rendre aptes au vol et les expédier en Amérique avant que les Soviétiques ne les attrapent. Voici le truc fou. Ils étaient en compétition contre 32 autres équipes de renseignement alliées faisant exactement la même chose. Un jour, Watson fait irruption dans le bureau du lieutenant Robert Strobel, l'écharpe blanche flottant naturellement, jette des papiers sur son bureau et aboie « C'est tout ce que nous savons sur le ME-262. Je veux que vous preniez votre équipement de campagne et que vous alliez à Lechfeld, en Allemagne. Je veux que vous formiez des pilotes à le piloter et des chefs d'équipage à l'entretenir. » Puis il fait demi-tour et sort. Strobel pense « Attendez, quoi ?» Le lendemain, il est dans un C-47 en route pour l'Allemagne. Quand l'équipe de Watson atteint l'aérodrome de Lechfeld, près d'Augsbourg, il touche à le jackpot. 25 ME-262 relativement intacts, dont le Saint Graal, un biplace d'entraînement. Mais il y a un problème. Ces avions ont été bombardés, sabotés et piégés. L'équipe découvre des explosifs cachés dans les cockpits. Les soldats américains sont si impatients d'examiner les avions qu'ils arrachent accidentellement le train avant de l'un d'eux en essayant de le remorquer. Et personne du côté américain ne sait piloter ces engins. Ils concluent donc un accord avec l'ennemi. 2 pilotes d'essai allemands acceptent d'aider. Ludwig Hoffmann, surnommé Willy, et Karl Bauer, appelé Pete, le chef pilote d'essai de Messerschmitt. Ce sont les gars qui ont appris aux as de la Luftwaffe à piloter des avions à réaction. Hoffmann avait même rencontré Charles Lindbergh avant la guerre. Les Américains donnent à l'un des avions capturés un surnom Vera, d'après la belle-sœur du sergent-chef Eugene Friberger, l'un des gars travaillant sur l'avion. Le 9 juin 1945, l'entraînement commence. Écoutez bien ça, les pilotes de Watson apprennent à piloter le ME-262 avec exactement 7 minutes d'instruction en vol dans le biplace Vera. 7 minutes. Ce sont des gars qui ont piloté des P-47 Thunderbolt, de lourds et rugissants chasseurs à hélice. Maintenant, ils s'apprêtent à faire leur premier vol en solo sur un avion à réaction, sans pression. Le lendemain, 10 juin, 9 ME-262 s'alignent pour le vol de convoyage vers la France. Pour 5 des pilotes américains, c'est leur premier vol en solo sur un avion à réaction. L'un d'eux, le lieutenant Strobel, ne peut résister à l'envie de faire le malin à la fin de son vol d'essai. Il effectue un tonneau vertical. Le général Karl Twee Spaatz regarde la démonstration. Après, il se tourne vers Watson et dit « Hal, c'est un avion diabolique, diabolique, diabolique. Je suis vraiment content qu'ils aient gâché son utilisation tactique. » L'équipe crée même son propre patch non officiel, Donald Duck chevauchant un moteur à réaction autour du globe avec Watson's Wizards écrit en dessous. Ils convoyant les avions jusqu'à Cherbourg, en France, où les Britanniques leur prêtent le HMS Reaper, un porte-avions, pour expédier le tout en Amérique. Les avions arrivent à Wright Field, dans l'Ohio, où les ingénieurs américains s'apprêtent à découvrir quelque chose qui va leur souffler l'esprit. Quand les ingénieurs démontent ces ME-262 capturés, ils réalisent quelque chose de terrifiant. L'Allemagne avait 5 à 10 ans d'avance dans la technologie des réacteurs, les ailes en flèche, pas seulement pour l'esthétique, les becs de bord d'attaque, géniaux, les nacelles motrices suspendues, résolvant des problèmes que les ingénieurs américains ne savaient même pas encore exister. North American Aviation assigne l'ingénieur Edgar Schmude à l'étude des manuels capturés du ME-262. Un ingénieur, Larry Green, apprend littéralement l'allemand juste pour lire les documents techniques. Le résultat, le F-86 Sabre, l'avion à réaction légendaire qui dominera le ciel de la guerre de Corée. Regardez un F-86 et un ME-262 côte à côte. La ressemblance familiale est indéniable. Les Soviétiques font exactement la même chose de leur côté. Leurs ME-262 capturés deviennent le modèle du MiG-15. 5 ans plus tard, quand les F-86 Sabre américains affrontent les MiG-15 soviétiques au-dessus de la Corée, ils se battent essentiellement avec des versions évoluées de la même technologie allemande. Mais souvenez-vous de l'avion de Hans Fay,
celui avec lequel il a fait défection le vendredi saint. Ce ME-262 sorti d'usine, numéro de série 111711, devient le cheval de bataille du programme d'essai américain. Il effectue plus de missions d'essai que tout autre avion capturé. Puis, le 20 août 1946, le pilote d'essai, le lieutenant Walter G. Macaulay, le prend pour un autre vol de routine près de Wright Field. À 12h40, l'un des moteurs prend feu. Macaulay ralentit l'avion à 240 km/h, tire la manette d'éjection de la verrière et saute en parachute au-dessus de la campagne de l'Ohio. En sautant, l'arrière de sa tête heurte la dérive, lui arrachant son casque. La boucle de son parachute lui coupe le menton à l'ouverture et il se tord la cheville en atterrissant dans un champ de maïs. L'avion, maintenant sans pilote, cabre jusqu'au décrochage, s'incline à gauche et s'écrase en spirale près de Lumberton, dans l'Ohio. Le ME-262 le plus important de l'histoire, celui qui est tombé entre les mains des Alliés, celui que Hans Fay a risqué sa vie pour livrer, est complètement détruit dans un champ de maïs à 3 km de l'endroit où Macaulay atterrit. Temps de vol total, seulement 13 sorties. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. Alors que les ingénieurs américains et soviétiques sont en train de faire de la rétro-ingénierie sur le ME-262, quelque chose d'inattendu se produit en Europe centrale. Pendant la guerre, l'Allemagne avait forcé les usines tchécoslovaques, en particulier la gigantesque usine Avia, près de Prague, à fabriquer des composants du ME-262. Quand la guerre se termine, les Tchèques découvrent qu'ils sont assis sur une mine d'or. Des cellules complètes, des moteurs de rechange, des outils, des gabarits et même des seaux de peinture allemande d'origine RLM02. Ils prennent une décision audacieuse. Pourquoi faire de la rétro-ingénierie quand on peut simplement finir de les construire? En août 1946, le chef pilote d'essai, Antonín Kraus, effectue le premier vol du premier ME-262 construit en Tchécoslovaquie, maintenant appelé Avia S-92 Turbina. Il est identique à l'original allemand. Même canon de 30 mm. Même moteur Jumo 004, maintenant appelé M04. Mêmes ailes en flèche. Certains sont même peints avec de la peinture allemande capturée. Pendant 4 ans, Avia assemble à la main 12 avions, 9 chasseurs monoplaces S-92 et 3 biplaces d'entraînement CS-92. Chacun nécessite environ 7000 heures de travail. En 1950, quelque chose de remarquable se produit. La Tchécoslovaquie forme la 5e escadrille de chasse, une escadrille de chasse tout réactif équipée entièrement de S-92. Ce sont les mêmes avions qui terrorisaient les équipages de bombardiers alliés 5 ans plus tôt. Maintenant, ils volent paisiblement sous un autre drapeau. Mais en 1951, l'ère du ME-262 prend enfin fin. L'Union soviétique commence à fournir à la Tchécoslovaquie des MiG-15, des avions qui sont, ironiquement, influencés par le ME-262, mais bien plus avancés. Les S-92 sont retirés du service, la plupart devenant des aides à la formation dans les écoles d'aviation. Le dernier chasseur de type ME-262 opérationnel effectue sa dernière mission en 1951, 6 ans après la capitulation de l'Allemagne. Avance rapide jusqu'en 1993. Un groupe de passionnés d'aviation américains lance le ME-262 Project avec un objectif audacieux. Construire de nouveaux ME-262 en utilisant les plans d'origine. Ils empruntent une cellule originale de ME-262B1, le numéro de série 110639, au National Naval Aviation Museum. Ces Vera, d'ailleurs, le même biplace que les Watson's Wizards sont utilisés pour l'entraînement. En utilisant cela comme modèle, ils entreprennent de construire 5 avions. Mais il y a un problème avec la précision historique. Ces moteurs originaux Junkers Jumo 004, ce sont des pièges mortels, construits avec des matériaux de substitution parce que l'Allemagne manquait d'alliage résistant à la chaleur. Ils duraient peut-être 25 heures avant de griller. La solution, des turboréacteurs General Electric CJ610 cachés à l'intérieur de reproductions détaillées des nacelles de moteurs Jumo 004B d'origine.
À l'œil, ils semblent identiques, mais ils sont en réalité 40% plus efficaces et infiniment plus fiables. Le 20 décembre 2002, la première réplique prend son envol. Lors du deuxième vol d'essai, la première tentative de rentrer le train d'atterrissage en vol, le désastre frappe. Le train ne veut pas se remettre en position rentrée. Le pilote utilise le système d'urgence. Le train d'atterrissage sort, mais à l'atterrissage, le train principal gauche s'effondre. L'avion est cloué au sol pendant plus d'1 an pour réparation. Un effet de déjà-vu, n'est-ce pas? Même les répliques héritent du train d'atterrissage capricieux du ME-262. Mais il le répare. 5 répliques sont finalement achevées, certaines biplaces, d'autres monoplaces. 4 sont en état de vol. Aujourd'hui, vous pouvez voir ces répliques du ME-262 lors de meetings aériens à travers l'Amérique et l'Europe. En 2023, l'immatriculation D-IMTT, exploitée par le Flugmuseum Messerschmitt en Allemagne, est devenue le premier ME-262 à voler dans le ciel britannique depuis les années 1940, lorsqu'il est apparu au Royal International Air Tattoo. La Collins Foundation à Houston, au Texas, en exploite un. Un autre est basé à Manching, en Allemagne. Et voici la partie la plus folle. Un projet de restauration tente de faire voler un ME-262 original avec de véritables moteurs Junkers Jumo 004 reconstruits. La vraie affaire, pas des remplacements modernes. Le Military Aviation Museum travaille à amener sa réplique du ME-262 à l'EAA AirVenture Oshkosh en 2025, ce qui serait la première fois que ce type d'avion y apparaît. Pendant ce temps, seulement environ 9 ME-262 d'origine construits par les Allemands existent encore dans les musées. Le Smithsonian en a un. Le National Naval Aviation Museum a le Vera original que les Watson's Wizards ont utilisé pour l'entraînement. Et vous souvenez-vous de Karl Bohr, le chef pilote d'essai de Messerschmitt qui a appris aux Américains à piloter des avions à réaction? Le gouvernement américain l'a amené en Amérique à l'automne 1945 pour soutenir leurs recherches. En décembre, il a retrouvé sa famille en Allemagne. En 1954, il a refait surface en tant qu'ingénieur pour la Chance Vought Aircraft Corporation à Dallas, au Texas, où il a travaillé jusqu'à sa mort en 1963. L'ennemi est devenu le professeur est devenu américain. Alors, qu'est-il vraiment arrivé au ME-262 après la Seconde Guerre mondiale? Il est devenu le modèle secret de toute l'ère du jet. Chaque grande puissance qui en a capturé un a appris de lui. Les Américains ont construit le F-86 Sabre. Les Soviétiques ont construit le MiG-15. Les Britanniques ont perfectionné leur Gloster Meteor. Les Tchèques ont continué à les construire pendant 6 ans de plus. Même le bombardier B-47 Stratojet de Boeing a emprunté ses principes de conception d'ailes en flèche. Regardez un avion de chasse moderne. N'importe quel avion de chasse moderne. F-22 Raptor, F-35 Lightning, Eurofighter Typhoon. Ces ailes en flèche, c'est l'ADN du ME-262 qui résonne à travers 80 ans de développement aéronautique. L'avion est arrivé trop tard pour sauver l'Allemagne. Ils en ont produit environ 1430 et les pilotes de la Luftwaffe ont revendiqué la destruction de 542 avions alliés. Mais au moment où ils sont entrés en combat en juillet 1944, l'Allemagne était déjà en train de perdre. Le ME-262 n'a pas pu changer l'issue de la guerre, mais il a changé tout ce qui est venu après. De la défection spectaculaire de Hans Fey le vendredi saint 1945 aux Watson's Wizards, apprenant à piloter des jets en 7 minutes, en passant par la Tchécoslovaquie, les construisant secrètement jusque dans les années 1950, jusqu'aux répliques modernes déchirant le ciel lors des meetings aériens aujourd'hui. L'histoire du ME-262 prouve que parfois, les batailles les plus importantes ne sont pas gagnées au combat. Elles sont gagnées dans les conceptions qui viennent après, elles sont gagnées dans les leçons apprises, elles sont gagnées dans la technologie qui se transmet de génération en génération d'ingénieurs qui comprennent que l'avenir ne se soucie pas de savoir qui a perdu la guerre. Le Messerschmitt ME-262 a perdu la Seconde Guerre mondiale, mais il a gagné l'avenir de l'aviation.
Si vous appréciez ces histoires méconnues de l'histoire de l'aviation, j'apprécierais que vous frappiez ce bouton « J'aime » et que vous vous abonniez à la chaîne pour ne jamais manquer notre prochaine histoire venue des ombres de l'histoire. À la prochaine.